Yenaba Diop et Ali Mohamed, deux candidats muriotins sur la liste de Claude Barthelone pour l'élection régionale en Île-de-France, ont tenu une réunion publique ce vendredi 6 novembre au Paul Molière, dont l'objectif premier était de débattre avec la population des sujets de logement, formation et autres. Mbareke Kafou a introduit cette réunion. L'histoire de la ville, vous savez en tout cas sa richesse et sa diversité, mais vous savez aussi qu'il y a des fortes attentes dans le domaine de l'éducation, du logement et de l'emploi. En ce sens, la région a aussi toutes ses compétences et ses priorités dans sa sphère et sa dimension. Nous avons la chance au Muro d'avoir deux candidats, Ali Mohamed en 8e position et Yenaba Diop en 15e position. Ça veut dire qu'on a enfin une chance d'être représenté au Conseil régional. Le Conseil régional, c'est toute l'Île-de-France, c'est 12 millions d'habitants, c'est la région la plus importante de France, c'est aussi une capitale européenne et elle gère notre vie au quotidien. J'ai pour habitude de prendre un exemple, je schématise pour essayer de bien vous sensibiliser sur les priorités et les enjeux de cette élection. En Île-de-France, on a un quart des familles qui sont des familles monoparentales, essentiellement des femmes avec des enfants. Si l'on prend l'exemple d'une femme qui habite les Mureaux, qui a 1 ou 2 enfants et qui doit travailler de l'autre côté de Paris, ben vous avez le schéma classique de tout ce qui peut perturber ou améliorer sa vie au quotidien, à savoir la question du logement, la question de l'emploi, la question des transports, la question de la crèche. Et tout ceci peut, à un moment ou à un autre, si on n'y apporte pas une vigilance et si on ne traite pas ses priorités au niveau régional et qu'on ne porte pas un vrai projet de gauche, ben on peut être parasité dans sa vie de tous les jours. Merci à vous. On voulait tout d'abord vous expliquer un petit peu quelles étaient les compétences de la région, parce que souvent les personnes se demandent en fait à quoi ça sert. Barek vous a donné quelques exemples, mais c'est vrai que les compétences de la région sont multiples. Elle intervient par exemple dans la santé, pour tout ce qui est aide professionnelle quand il y a des manques sur le territoire. Elle subventionne des associations et aussi accompagne les sportifs de haut niveau. Elle gère les lycées. Elle élabore par exemple le schéma régional de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ça veut dire que c'est elle qui décide sur les lycées en termes d'investissement lorsqu'il y a des infrastructures à changer, mais aussi lorsqu'il y a des formations en termes de besoins. Elle élabore avec le ministère de la Recherche pour savoir si oui ou non il faut ouvrir un BTS ou fermer, ou ouvrir un CAP, un BEP, etc. Elle travaille aussi sur tout ce qui est l'emploi et l'insertion, c'est-à-dire qu'elle finance par exemple les missions locales. C'est une compétence de la région. Elle travaille aussi sur tout ce qui est la politique d'apprentissage et de formation professionnelle. Et puis c'est aussi elle qui crée les centres de formation, les CFA. C'est-à-dire que moi qui travaille en lycée professionnel, on sait très bien que c'est la région qui nous donne les subventions lorsqu'on a tout ce qui est atelier, nos machines, etc. Elles sont subventionnées par la région. C'est eux qui nous donnent les sous pour pouvoir, par exemple, avoir un parc. Elle travaille aussi sur tout ce qui est développement économique. Elle élabore le schéma régional pour le DVECO, et puis aussi, elle définit aussi des régimes d'aide aux entreprises, elle les aide, et puis elle définit aussi des orientations. C'est-à-dire qu'en fonction des besoins en termes développement économique, c'est elle qui dit sur tel ou tel bassin, on va avoir tel ou tel besoin. Elle travaille aussi sur les médias, donc on a un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale. Et ce qui nous intéresse surtout, c'est tout ce qui est le transport. Par exemple, il y a une des mesures phares qui est le pass Navigo à 70 €, qui est une mesure qui a été votée par la région Île-de-France. Il faut savoir que c'était une vraie volonté de notre conseil régional qui est actuellement conjointement dirigé entre le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, mais aussi on a des membres du Parti communiste. On a vraiment une gauche plurielle qui aujourd'hui est aux commandes de la région. Et elle gère non seulement les transports tels que SNCF, etc., mais elle travaille aussi sur tout ce qui est transport scolaire. Il y a aussi le transport routier des personnes. Et pour finir, elle élabore aussi le plan régional de prévention et de gestion des déchets. Donc vous voyez que toutes ces compétences, c'est vraiment des compétences qui nous touchent au quotidien. À partir du moment où vous prenez le bus, vous prenez le train, le ramassage des ordures, le subvention aux associations. C'est pour ça que
il faut vraiment que vous compreniez que la région, c'est quelque chose qui va vous accompagner dans votre vie de tous les jours. Et c'est aussi pour ça, comme l'a rappelé Barek, que le choix des conseillers régionaux est primordial sur les priorités que vous allez donner à votre territoire. Et effectivement, une des priorités que l'on donne grâce à cette région, c'est vraiment l'insertion, l'accès à tout ce qui est formation professionnelle, mais aussi les subventions des associations et le transport. Je me présente aujourd'hui aux élections régionales. En fait, il y a plusieurs choses qui m'animent, pour lesquelles en fait, j'ai déposé ma candidature. La première, c'est aujourd'hui, en fait, quand on regarde bien, vous avez certaines institutions qui commencent à avoir un pouvoir qui est assez énorme, important, et la région en fait partie. Ce que vous disiez, Dianaba, c'est-à-dire que tout un ensemble de choses qui vous concernent tous les jours, vos enfants, leurs études, le fait que vous preniez le train, le fait que vous cherchiez du logement, le fait que vous vous déplaciez. En fait, tout ça, à un moment ou à un autre, ça se raccroche au conseil régional et ça se raccroche à un certain nombre d'obligations que la loi a données aux régions de développer. Donc, on va parler par exemple de l'arrivée du RER au Muro à échéance 2020-2022. C'est entre autres grâce à la région. Vous avez au Muro par exemple une médiathèque qui a été financée entre autres grâce au fonds de la région. Vous avez par exemple au Muro les pistes cyclables le long de la Seine, donc tous les aménagements en bord de Seine ont été financés par la région. Donc on est vraiment dans une logique de proximité. Donc c'était la première raison qui m'a invité à porter ma candidature pour la région, parce que je trouve que autant au niveau de l'État, on a de moins en moins de marge de manœuvre, autant sur la région, on a des marges de manœuvre qui sont beaucoup plus importantes. Et c'est vrai que les sphères de pouvoir sont un peu transférées sur ces questions-là, et il y a vraiment de quoi faire bouger les choses. La deuxième raison, c'est de dire qu'aujourd'hui, la ville des Mureaux, c'est aussi une ville humaine, et une ville où la diversité, c'est plus de 120, 130, 140 nationalités différentes. Et le rôle du politique, c'est aussi un petit peu de, faire les choses nécessaires pour que le vivre ensemble perdure et s'améliore. Je pense que c'est vraiment un des rôles fondamentaux du politique, surtout dans une période où on a de plus en plus de diversité, on a de plus en plus parfois de tensions, et c'est vraiment le rôle du politique. Et donc c'est un peu la raison de ma candidature, et c'est pour ça qu'avec Dianaba, en tout cas, on se présente devant vous pour ces raisons-là. Et elle est aussi dans une logique, en tout cas une troisième raison, qui est de dire notre territoire, qui est quand même un territoire très très important, parce qu'il y a des enjeux, parce qu'il y a un certain nombre de défis qu'on doit relever. C'était un territoire historiquement qui était très industriel, qui s'est désindustrialisé avec Renault, avec Talbot, puis PSA. Il faut aussi le rebooster, et donc la région a quand même un rôle assez important sur l'économie, sur impulser des politiques d'emploi pour les jeunes, pour la formation des jeunes, sur la question de l'accompagnement des entreprises. Voilà, donc il y a des vrais enjeux, et donc représenter en tout cas notre territoire, parce qu'on est plutôt, on va dire, on n'est pas forcément sur le territoire des bureaux, on est plutôt un territoire qui est un peu plus large, qui va de l'agglomération. Et donc voilà, c'est un peu les trois raisons qui ont fait que, en tout cas moi à titre personnel, j'ai déposé ma candidature. On mène campagne aujourd'hui avec Claude Barthelone et Benoît Hamon, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et Sandrine Gangambe, qui est un peu la chef de file des socialistes dans les Yvelines. Et l'objectif, c'est aussi, à travers cette élection, d'aller voir des gens qui, peut-être parfois, perdu un petit peu, peut-être contact, ou perdu un petit peu la confiance, ou ne va pas voter ailleurs mais va s'abstenir. Et donc nous, on sait qu'on est devant vous pour répondre à vos questions, mais la région, c'est comme a rappelé Dianaba, c'est la gauche unie, ça va du
Parti communiste, Front de gauche, les Verts, le MRC, c'est-à-dire voilà, vous avez tout. Et je pense qu'il faut essayer de faire la part des choses, et c'est un petit peu notre démarche, de vous expliquer, en tout cas de vous écouter, de vous expliquer, d'échanger avec vous dans cette logique-là. Et quand on regarde bien sur, en tout cas, les propositions qui sont faites par Claude Barthelone et par nous-mêmes, globalement pour la région Île-de-France, mais surtout pour notre territoire, il y a des choses quand même qui sont, en tout cas, qui parlent, des choses très très simples, mais aussi des choses qui permettent d'améliorer la vie de tous les jours, mais aussi des choses qui permettent de se projeter et d'avoir confiance en soi. Et là, on peut parler par exemple de tout un ensemble de choses, la question des transports par exemple, aller vers des transports 24 heures sur 24. Aujourd'hui, à 1h du matin, après il n'y a plus de train, il faut attendre 5 heures. À Paris c'est pareil, en grande couronne c'est pareil. En tout cas, la durée, le temps d'attente entre deux trains s'accentue. Et l'objectif, c'est, voilà, par exemple, une des propositions qui est faite, c'est de dire, à échéance 2024, donc les Jeux Olympiques de Paris, sur lesquels Paris et la région Île-de-France sont candidates, c'est d'aller vers des transports 24 heures sur 24. C'est des questions qui vont concerner, par exemple, le bien-être dans les transports. C'est-à-dire que le transport, ça ne doit plus être un temps subi. C'est un temps subi, mais en même temps, il faut que ça devienne un temps subi qui soit qualitatif. C'est-à-dire qu'on soit capable d'y travailler, d'être bien, de pouvoir peut-être faire des réunions à l'intérieur, et que ces temps-là soient des temps utiles, et qu'on arrive un petit peu à les économiser sur d'autres temps de notre vie, et que ce ne soit pas du temps perdu, nettement. D'autres exemples que je peux vous donner, par exemple, c'est tout ce qui peut concerner les questions de jeunesse. Et je pense que là, il y a des points qui sont très très forts. C'est les questions qui sont liées, par exemple, la construction de logements pour les jeunes, la garantie logement locatif pour les jeunes. C'est des éléments qui sont assez importants. On est une ville, vous voyez au Muro, où le quartier de la Ville Blanche, bientôt les musiciens vont être transformés. La région y participe entre autres. Il faut savoir par exemple qu'il y a un certain nombre de villes qui refusent de construire des logements sociaux parce qu'elles pensent que logements sociaux égale pauvreté, égale délinquance, égale tout un ensemble de problèmes. Et le Barthelone a pris des choses, en tout cas des engagements très clairs. Si des villes ne respectent pas la construction de logements sociaux, le taux de 25%, il n'y aura pas de subvention de la région pour ces communes-là. Et c'est quelque chose qui est très important, marqué. Aujourd'hui, vous avez un certain nombre de villes, par exemple en Yvelines, dans les Yvelines, qui ne respectent pas. C'est-à-dire que nous, on a un taux de logements sociaux qui est de 40%, qui va arriver à 40%, mais vous allez à Maison-Lafitte, vous allez à Saint-Germain-en-Laye, vous êtes à moins de 5-10%. Et c'est pas normal que ce soit toujours, en tout cas, les territoires les plus pauvres qui acceptent à chaque fois de faire les efforts les plus importants. Prenez le cas par exemple des réfugiés. Qui accueille les réfugiés? C'est pas Saint-Germain, c'est pas Maison-Lafitte, c'est pas Versailles. Trappes, les Mureaux, Chanteloup. Déjà des villes qui ont déjà fait des efforts assez importants. Donc, en tout cas, la colonne vertébrale du programme, sans le défiler, parce que je pense que sinon ça ferait un peu lisse à la traverse, c'est vraiment de placer l'homme, l'humain au cœur du programme. Et on part de l'humain et on essaie de regarder un petit peu comment on peut améliorer. L'objectif, c'est pas de partir du bâti, c'est pas de partir de l'aménagement, c'est de dire, on prend des trajectoires individuelles, hommes, femmes, vieux, jeunes, petits, grands, et on regarde de quoi ils ont besoin et comment on peut améliorer ça. Et c'est ça un peu la colonne vertébrale du programme de Claude Barthelone, avec tout un ensemble d'éléments qu'on pourra en parler. Je prends l'exemple des crèches à horaires décalés 24 heures sur 24, parce qu'aujourd'hui vous avez quand même, quand vous prenez le train des bureaux, moi quand je le prends soit très tôt le matin, très tard le soir, il y a beaucoup de gens qui rentrent, leurs enfants ils vont où? Question très simple. Les crèches, ça ferme à 20 h maximum. Grand maximum. Donc ça veut dire qu'il faut aussi que pour ces femmes ou ces hommes qui sont seuls ou qui ne peuvent pas faire garder leurs enfants, il y ait des possibilités
pour avoir ces possibilités de faire garder leurs enfants. Voilà un petit peu rapidement, mais voilà, vous avez un livre, alors, vous avez, je pense que ça c'est plus simple, c'est une synthèse des 12 engagements, voilà, vous pouvez lire. Si vous voulez vraiment aller dans le détail, vous avez ce livre qui fait 154 pages. Il y a 160 propositions concrètes, chiffrées. Vous pouvez aller sur le site Île-de-France Humaine et le commander, vous le recevrez chez vous. Soit vous me le demandez à Dienaba ou à moi-même et on vous transmet une copie, il n'y a pas de souci. Mais l'ensemble des 12 engagements sont définis en 160 propositions. Et vous avez vraiment les éléments détaillés. Et vous allez voir qu'il y a des éléments en fait qui nous concernent. Des fois, on pense que ça ne nous concerne pas, mais qui sont aussi abordés. Par exemple, la question de l'agriculture de proximité. Le fait de dire bien manger, par exemple. Quelque chose de simple. Aujourd'hui, au Mureau, on a des terres agricoles. Pourquoi, avec ces terres agricoles, on n'approvisionnerait pas les cantines des lycées au Mureau? En circuit court, moins de pollution, c'est du bio, le producteur s'y retrouve, et en plus, ça fait marcher en tout cas une filière agricole qui en aurait besoin. Donc voilà un petit peu, je vais repasser la parole à Dienaba, mais si vous avez vraiment des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre. J'avais deux questions en fait. La première, c'était par rapport aux besoins des citoyens, notamment des minoriteurs. Je voulais savoir de quelle manière les besoins étaient évalués et de quelle manière elles remontaient au niveau régional. Et la deuxième, c'est que vous parlez des populations défavorisées. Qu'est-ce qui fait que cette population-là, en fait, ne se sent pas concernée dans les élections régionales? Qu'est-ce qui fait qu'elles ne vont pas voter? Alors, sur la deuxième partie de ta question, moi je pense que si beaucoup ne sont pas concernés par les élections régionales, c'est que déjà, ils méconnaissent les compétences de la région, et que deux, de manière simple, on a de toute façon autour de nous des gens qui se désintéressent de la politique, parce qu'ils ont l'impression que de toute façon, on va voter, on ne va pas voter, ça ne change rien. Ils méconnaissent, mais les élections régionales ne datent pas d'hier, c'est pas les premières, c'est pas les dernières. C'est pas les premières, c'est pas les dernières, mais on sait très bien qu'on a eu différents sondages qui disent qu'aujourd'hui, quand on pose la question autour de nous sur les élections régionales, il y a 3 personnes sur 4 qui ne savent pas qu'on va voter au mois de décembre, et quand on leur demande à quoi sert le conseil régional, ils ne sont pas capables de répondre. Donc déjà, je pense qu'il est de notre responsabilité, d'où les réunions, d'aller expliquer aux gens ce que c'est que le conseil régional, pourquoi on a cette élection qui arrive là, à la fin de l'année. Et je pense qu'il y a aussi une autre responsabilité, en tant qu'élu local, je prends toute ma part, sur le fait qu'il faut que les élus soient plus proches des citoyens. Et qu'effectivement, on soit présent sur d'autres temps que le temps électoral, et qu'on ait un vrai travail d'information, d'échange sur ce qui va et sur ce qui ne va pas. Et comme disait Ali, on est peut-être de gauche, mais il faut aussi qu'on soit capable de se dire il y a des choses qui fonctionnent et il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Après, au-delà de ça, comme j'ai dit, je peux comprendre les frustrations, je peux comprendre qu'on ait envie de se dire ça ne sert à rien, mais je crois qu'il ne faut pas se tromper d'élection. On n'est pas sur une élection présidentielle, on n'est pas sur une élection municipale, on est sur une élection régionale. Donc il faut bien remettre les choses dans leur contexte et savoir à quoi sert la région et pourquoi c'est important d'aller voter. Si aujourd'hui on a un certain nombre de projets qui sont en place grâce à la gauche plurielle qui est là depuis déjà 2 mandats et que ça avance, on sait très bien que si d'autres partis tels que la droite ou encore l'extrême droite, parce qu'on sait très bien que l'extrême droite fait une percée assez importante sur nos élections. On l'a vu au Mureau. L'extrême droite a fait 0 campagne, elle a fait 20% aux élections municipales. On est en train de se poser la question, pour certaines personnes, il y a des régions qui sont même déjà acquises à l'extrême droite. Chose qu'on n'aurait pas eue il y a 6, 7 ou 8 ans. Ça veut dire aussi quoi? C'est que les frustrations en termes d'emploi, les frustrations en termes de logement, les frustrations en termes d'évolution font que toute une partie de l'électorat, et là je le dis, l'électorat de gauche, se tourne vers les extrêmes, en disant de toute façon ils ont bien fait pour nous, je vais aller voir comment ça va se passer avec l'extrême droite. Et je pense qu'effectivement, un des aspects de ces réunions et de ces échanges avec les citoyens, c'est de réexpliquer
quel est le rôle du politique, quel est le rôle de la région, pour qu'on ne se trompe pas de combat. On peut avoir des frustrations, je le dis encore une fois, mais il faut bien mesurer quel est l'impact par rapport à ça. En termes d'évaluation des besoins, il faut savoir que la région, outre ses conseillers régionaux, travaille avec beaucoup de techniciens qui sont en relais, par exemple, à la mairie. On participe à beaucoup de dispositifs où la région finance. Elle nous donne des subventions. Par exemple, lorsque on construit des équipements, mais aussi quand on fait des projets. Et lorsqu'on fait des projets, la région nous donne aussi ses subventions parce qu'on lui apporte un certain nombre d'éléments sur la situation de notre ville. Et donc, lorsqu'elle a ces éléments, elle peut remonter, elle, en disant, bah, on voit qu'on a des besoins en matière de santé. Donc, par exemple, comme l'a dit Ali, Claude Barthelone a dit, sur les territoires les plus fragilisés, on va subventionner les maisons de santé parce qu'on sait qu'il va falloir faire des maisons de santé où on va regrouper les gens pour qu'on puisse avoir accès. Mais c'est un peu contradictoire dans la mesure où si le programme est quand même intéressant pour les jeunes, pour tout ce qui est formation professionnelle et tout, tout ce qui est équipement de proximité et tout, si on avait noté des améliorations, je pense que les jeunes iraient davantage voter, quoi. Mais là, s'ils ne votent pas, c'est qu'ils n'ont pas, il n'y a pas forcément un retour, quoi. Je pense que le problème est plus profond que ça, en fait. Et je pense que vous avez raison sur ce côté-là, c'est-à-dire que c'est pas spécifiquement pour aux élections régionales, c'est plutôt un rapport des citoyens et un rapport, en tout cas, d'une certaine population qui habite dans le quartier populaire à la politique. Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Aujourd'hui, quand on regarde bien, en tout cas la promesse républicaine, c'est l'égalité entre autres. Mais cette égalité, en fait, elle se fracasse souvent à des préjugés, à des inégalités, au fait de dire que si vous êtes né au Mureau ou vous êtes né à Neuilly, bah, vous n'aurez pas du tout le même parcours. Et cette frustration-là, en tout cas, il faut la combattre. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien au Mureau, il y a aussi des belles réussites qui sont peut-être insuffisamment valorisées, mais qu'il faut mettre en avant. Et moi, je pense personnellement que l'égalité, c'est pas de l'égalitarisme. On est plutôt dans la méritocratie, excusez-moi, républicaine, et c'est ce que recherchent les jeunes, en fait. Et c'est ce que recherche cette population. C'est-à-dire qu'elle n'a pas des problématiques qui sont en décalage par rapport à d'autres gens. Elle a les mêmes problématiques de logement, d'emploi, de formation, d'avenir de leurs enfants, de bien les éduquer. Elle a les mêmes problématiques. Et comment on fait le nécessaire pour leur redonner espoir par rapport à ça? C'est là qu'est l'enjeu, en fait. Après, je dirais, le mode de scrutin, etc., ça peut jouer, mais la question fondamentale, elle est là, c'est qu'il y a une certaine, en tout cas partie de la population, qui parfois ne croit plus que la politique peut changer les choses. On est plutôt dans cette logique-là. Et quand on regarde bien, on peut le voir. Après, il y a les questions nationales par rapport au chômage, par exemple, où, alors c'était pas des promesses, mais en tout cas, on voit quand même que la courbe n'est pas encore inversée, donc ça peut frustrer un certain nombre de gens. Il y a aussi des points, et moi je veux le dire, et je le dis de façon transparente, des engagements qui n'ont pas été tenus, et c'est très négatif, et moi je suis tout à fait défavorable par rapport à ça. Je vous prends l'exemple, par exemple, du vote des étrangers aux élections locales. Enfin, vous voyez, ça ne change rien. C'est une question d'estime. Et l'estime de nos parents est importante. Et je pense qu'à un moment donné, quand on se prend des engagements, il faut les tenir. Et deuxième chose, en tout cas, moi c'est un élément en tout cas qui me tient à cœur, c'est que sur notre territoire, en tout cas partout dans tous les quartiers populaires, il y a de très belles réussites. Et on les a toujours insuffisamment valorisées. Toujours. Comme si on avait, je dirais presque, je dirais pas une honte, mais en tout cas une certaine retenue à valoriser ces personnes qui sont peut-être
habitant dans certains quartiers, etc. Il y a beaucoup de gens en bureau, artistes, sportifs, chefs d'entreprise, étudiants qui ont réussi. Et dans ces quartiers, tout le monde ne deviendra pas Zidane. Zidane, il vaut mieux jouer le loto et vous aurez plus de chances que de devenir Zidane. Donc vous avez... il faut leur montrer la voie. Et je pense que tout le monde a un rôle, on en a un, mais je dirais la génération un peu montante, etc., aussi ce rôle. Et les trentenaires qui doivent un peu montrer le chemin aussi, même si on n'est pas dans une logique de l'enfer, en tout cas de montrer la voie et de dire qu'il y a des voies de réussite. C'est possible, mais en même temps, il y a juste un élément qui est un peu une... Ça, je veux le dire, c'est qu'il y a un plafond de verre, en fait. Et ce plafond de verre fait qu'il y a des personnes qu'on appelle entre guillemets des insiders, c'est-à-dire des gens qui savent, qui ont les codes de la vie, qui ont les codes de la réussite, et qui sont nés dans les bons endroits, et qui sont capables de monter. Il y a des outsiders, des gens comme vous et nous, tout simplement, qui n'ont pas les codes, et qui sont obligés de passer plus de temps pour apprendre les codes. Et les insiders, ils n'ont pas envie que les gens outsiders rentrent dans leur cercle. C'est cette logique-là. Et moi, je me bats contre cette logique. C'est ça qui m'intéresse. D'autres questions ? Disait Alice, c'est que pour nous, ce qui est le plus important, c'est de se dire, aujourd'hui, Claude Barthelone, quand il a fait ses listes, il n'est pas allé chercher des professionnels ou des choses comme ça. Lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut des gens qui sont du territoire. Et il a écouté ce qu'on avait à dire sur nos territoires. On a vraiment beaucoup travaillé avec lui, etc. Et je pense que ce qui est important dans ces réunions, c'est que vous nous remontiez quelles sont vos préoccupations, pour qu'ensuite on aille construire avec lui des projets qui viennent répondre à vos besoins. Et je pense qu'effectivement, la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que vous avez une courroie de transmission directe avec la région, qui a quand même énormément de pouvoir, énormément de compétences. Et même si on a l'impression parfois que ça se passe loin de nous, le fait d'avoir des candidats de terrain va vous permettre d'être en relation directe avec ce qui se passe à la région. Effectivement, l'intérêt, c'est de pouvoir venir nous interpeller directement en disant « Hey, vous aviez dit qu'on pourrait faire ça. On en est où ? Comment moi je peux participer à tel ou tel projet ?» Et je pense qu'effectivement, il ne faut pas laisser passer cette chance-là d'avoir des personnes qui sont proches de vous représenter sur une instance aussi importante que la région. D'autres choses ? De quelle manière vous, aussi bien vous que nous, en fait, on peut participer et sensibiliser les personnes à les voter, quoi. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est que vous avez tous au moins 5 ou 6 personnes dont vous êtes proches, avec qui vous discutez quotidiennement. Je pense que si chacun, ces 5 ou 6 personnes qui sont proches de vous, vous leur dites hey, le 6 et 13 décembre prochain, il y a des élections. Sur ces élections-là, c'est hyper important parce que c'est du transport, c'est de la crèche, c'est du lycée, c'est de la formation professionnelle. Et qu'il faut absolument aller voter. Peut-être que moi, ils ne m'écouteront pas parce que, bon, voilà, ils ne me connaissent pas vraiment, ou etc. Mais s'ils ont confiance en vous et que vous leur dites, il faut aller voter. Alors peut-être que vous arriverez à convaincre sur ces 5 personnes, 2 personnes. Moi, j'en convaincrai 2, Ali 2. Mais avec cet effet boule de neige, on arrivera peut-être à faire en sorte que cette abstention qui nous pourrit la vie arrive à décoller et qu'on ait au sein de ce conseil régional des représentants de personnes qui sont proches de vous. Et moi, je reste intimement persuadée que l'abstention est un poison. Parce qu'on a vu que c'est l'abstention qui fait monter le Front National. C'est pas la droite, c'est pas la gauche, c'est l'abstention qui fait monter le Front National. Parce que les personnes qui votent pour l'extrême droite, elles s'abstiennent pas. Elles viennent toujours voter. Quand nous, les gens des quartiers, les jeunes et les moins jeunes, parce qu'on dit les jeunes, mais les moins jeunes aussi, les gens de ma génération qui ont 40 ans, j'en ai beaucoup qui s'abstiennent, qui ne vont pas voter. Donc je pense que notre rôle en tant que citoyen, c'est de sensibiliser les gens qui sont proches de vous et de dire attention, on a des élections, il faut y aller, il faut voter. Et puis il faut faire en sorte, nous, notre responsabilité en tant que candidat, en tant que militant du parti, c'est de venir vers vous et de vous rendre des comptes. Et moi je compte sur vous pour venir nous demander des comptes lorsqu'il sera après les élections, de dire bon voilà, maintenant vous êtes élus,
concrètement comment on travaille ensemble, comment on fait en sorte que vos projets ils prennent forme pour la ville des Mûres.